Je suis effectivement. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous allez entendre mon petit bébé qui est derrière que j'emmène chez le médecin. Donc, c'est pour ça que je suis en. D'accord. Je ne peux pas m'afficher Ça. là parce que je suis sur la route. En tout cas, au nom de l'UNEA, du bureau, du conseil d'administration, des délégués territoriaux, nous vous souhaitons à tous une belle année, la mieux possible. Et sachez qu'on est tous mobilisés pour pouvoir vous accompagner dans cette année qui va être encore un petit peu compliquée. Et ça va être un petit peu le sujet effectivement des propos d'aujourd'hui et des informations qu'on va vouloir vous donner dans ce Zoom de rentrée. Je propose surtout qu'on puisse parler des sujets qui nous intéressent aujourd'hui et passer la main à Sébastien du coup notamment sur le PLF. Merci Pamela et meilleurs vœux à tous. Très bonne année 2026 pour vous et vos entreprises. Dans ce webinaire de rentrée, on voulait vous faire un point sur PLF, donc budget et décision de début de gestion pour l'exercice 2026. Déjà vous faire un point sur le PLF, donc 2026. La commission mixte paritaire qui s'est réunie le 15 décembre 2025 n'a pas été conclusive, ce qui veut dire que les deux chambres, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, n'ont pas trouvé un accord sur le projet de PLF qui avait été proposé. Donc, il n'a pas pu être voté sur l'exercice 2025. Donc, on s'est retrouvé dans la même situation que l'exercice précédent, c'est-à-dire un budget non adopté avant le 31 décembre. Et le gouvernement, de ce fait-là, a adopté une loi dite spéciale qui autorise l'État à percevoir les impôts déjà et à engager des dépenses dans une limite qui est encadrée dans un décret qui s'appelle un décret relatif aux services votés, et qui a été publié le 30 décembre, donc l'avant-dernier jour de l'année, et qui permet à l'État de pouvoir engager les dépenses, notamment sur les différents dispositifs et sur le dispositif entreprise adaptée. Ce qu'il faut retenir de ce décret de service voté, c'est que le montant qui est inscrit et qui est autorisé en engagement financier sur le programme 102, donc qui est le programme qui correspond aux entreprises adaptées, n'est pas le montant de ce qui avait été voté en PLF 2025, mais est le montant de ce qui a été présenté dans le PLF 2026, qui n'a finalement pas été adopté. C'est-à-dire que la dépense qui est autorisée sur notre programme, c'est une dépense à 7,5 milliards sur le programme 102, mais qui ne tient pas compte de tout le travail que l'on avait pu faire, notamment dans la mobilisation de fin d'année sur le PLF auprès des députés et des sénateurs, qui avait fait en sorte que la proposition que l'on proposait de rétablir le budget des entreprises adaptées avec un crédit supplémentaire de 23 millions d'euros n'a pas été engagée. Donc, on est sur une situation budgétaire qui a été engagée pour début 2026, qui ne tient pas compte de ce que l'on avait obtenu au Parlement. L'instruction des services centraux, donc de la DGEFP, auprès des services déconcentrés de l'État, a été publiée le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année, et on va vous présenter les grandes lignes de ce qui a été décidé et mis en œuvre par l'administration pour ce début d'année de 2026. Donc, l'instruction de la DGEFP est une instruction qui tient compte de la baisse prévisionnelle, de ce que l'on avait annoncé, qui était la baisse initiale de 23 millions d'euros, et une situation de prudence. Donc, l'instruction tient compte de deux situations. La situation des entreprises qui avaient un CEPOM qui se terminait au 31 décembre, donc qui sont en phase de contractualisation d'un nouveau CEPOM, et une situation qui concerne les entreprises adaptées qui ont un CEPOM qui court et qui continue à courir et qui avait continuité entre 2025 et 2026.
Donc, on va distinguer les deux situations, les deux situations qui sont un tout petit peu différentes, mais pas énormément. Pour les structures qui avaient un CEPOM qui se terminait au 31 décembre et qui sont en cours de négociation d'un nouveau CEPOM, les services déconcentrés ont pour consigne d'intégrer dès à présent une baisse prévisionnelle de dotation dans les nouveaux CEPOM. Cette baisse de dotation, elle est calculée par rapport à la baisse des 23 millions d'euros qui étaient inscrites au PLF initial, donc sur globalement une baisse moyenne, une réduction moyenne de 3,2% du budget des entreprises adaptées, ce qui correspond sur une moyenne générale sur toutes les entreprises adaptées à peu près 1 ETP. Donc, ce qui est demandé aux services de l'État qui sont en cours de contractualisation de ces nouveaux CEPOM, c'est de tenir immédiatement compte de cette baisse de 3,2% au niveau de l'engagement des entreprises adaptées qui sont concernées. C'est une action qui a été rendue prioritaire auprès des services déconcentrés de l'État pour pouvoir garantir les paiements des aides au poste à partir du mois de janvier. Donc, il faut que les CEPOM concernés soient signés au 31 janvier pour que l'entreprise adaptée puisse faire ses déclarations mensuelles dès le début février. Donc ça, c'est un engagement qui a été pris de se dire, pour les structures sur lesquelles on négocie, on ne peut pas repartir sur la même base budgétaire que ce que l'on avait en 2025. Donc, on applique une baisse de dotation de 3,2% moyenne. Sur les structures qui ont un CEPOM en cours et les premiers avenants, quel va être leur premier avenant financier? Alors, pour les structures en cours, qui ont un CEPOM en cours, on est sur le système habituel qui est une duplication du dernier avenant financier de l'exercice 2025. Donc, les structures vont repartir sur un avenant financier. Ma question est-ce que tu l'as quitté avant de poser les... Si vous avez la possibilité de fermer vos micros, ça serait parfait parce qu'il y a des personnes qui font des interférences. Merci. Donc, sur les structures qui ont un CEPOM qui était encore actif, on va repartir sur un avenant financier qui va être dupliqué automatiquement comme les années précédentes. Mais par contre, un message de prudence a été également diffusé auprès des services déconcentrés, donc auprès des DRETS, pour avoir une modération des crédits. Et il est demandé dans un deuxième temps de pouvoir faire un avenant financier rectificatif dans les mêmes proportions de baisse que ce qui a été demandé aux structures qui sont en négociation d'un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, un deuxième avenant financier sera fait en tenant compte globalement de ces 3,2% de baisse de crédit affectés en ce début d'année. Donc, pourquoi avoir fait ça? C'est une stratégie qui vise à éviter d'imposer des coupes budgétaires en cours d'année et qui mettrait en difficulté les entreprises adaptées si éventuellement ce que l'on a réussi à obtenir dans les premiers débats du PLF n'est pas conservé par la version définitive du PLF. Donc concrètement, ce qui aurait pu se passer si on avait simplement fait une duplication, si on prenait le risque de dire on repart exactement sur la même base, et si le budget définitif ne tient pas compte de l'augmentation des crédits de 23 millions d'euros, sur les premiers mois de l'année, les entreprises adaptées auraient pu avoir des budgets qui auraient été consommés de manière plus importante et avoir des dotations beaucoup plus faibles sur la fin de l'année. La DGOFP a préféré être dans le schéma inverse, de partir sur une prévision prudente en début d'année et de se dire si les parlementaires s'entendent et s'accordent sur l'augmentation du budget qui au final avait été quand même validée par les deux chambres en première lecture,
on aura la possibilité de réajuster et d'augmenter les dotations à partir du moment où le PLF sera définitivement été voté. Donc, si le budget s'avère plus favorable, si on récupère donc ces 23 millions d'euros, les dotations seront réajustées à la hausse à partir du moment où le PLF sera connu et où la circulaire du Fonds d'inclusion dans l'emploi sera définitivement adoptée. Donc, sur les modalités d'application et le soutien opérationnel qui a été demandé aux services déconcentrés de l'État. Donc, SDE, c'est tout simplement service déconcentré de l'État, c'est vos DRETS et vos DETS. Il a été demandé, et nous, on a vraiment insisté dessus, d'avoir une application proportionnée de la baisse et de ne pas faire systématiquement une baisse de 1,02 ETP comme ils l'ont calculé en moyenne sur toutes les structures, mais de l'avoir de manière proportionnée et de surtout tenir compte de la taille de la structure, de sa fragilité éventuelle ou de son dynamisme économique et de certaines particularités de territoire qui sont à prendre en compte pour la situation des entreprises. Donc là, ça a été confirmé, ça s'est bien passé dans l'instruction qui a été donnée au service déconcentré de l'État de tenir compte de la taille de l'entreprise et de tenir compte de son éventuelle fragilité pour ne pas la mettre plus en difficulté en ce début d'année. Donc ça, cette instruction-là a été passée par écrit le 31 décembre aux DRETS, et les DRETS étaient en réunion hier avec la DGEFP, et ce message a été reconfirmé aux DRETS hier par la DGEFP. Alors, sur les modalités d'application et de soutien opérationnel, on a surtout insisté, et c'est quelque chose que l'on a vu dans les travaux qui ont été menés dans le groupe de travail national sur la performance et l'optimisation des crédits. On a demandé à avoir un regard particulier pour les régions qui ont encore un système de signature non dématérialisé des CPOM et des avenants financiers. Aujourd'hui, la volumétrie des CPOM qui sont en cours de renégociation, de recontractualisation, c'est 420 CPOM. Donc, c'est la moitié des entreprises du territoire aujourd'hui qui ont un CPOM qui sont en cours de renégociation avec l'État. Donc, il faut vraiment que la DGEFP, que l'administration centrale et que tous leurs services soient en appui au cas par cas pour les services déconcentrés et notamment pour les régions qui ont encore des signatures papier. Par exemple, région PACA, région Centre-Val de Loire, les territoires ultramarins, pour certains, sont encore en signature papier. Le préfet ne peut pas signer de manière électronique. Donc, on a vraiment réinsisté sur ce début d'année pour que la DGEFP et le ministère puissent repasser des informations auprès des préfets de région qui sont concernés, de regarder s'ils ne pouvaient pas derrière accélérer la prise en main des nouveaux outils qui sont mis à la disposition. Ils ont 3 outils, une signature électronique, un parapheur électronique et un parapheur papier qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir accélérer le rythme de signature. Juste pour comparaison, un rythme de signature, quand il est totalement dématérialisé, entre le moment où la DRETS vous envoie le document à signer et où le préfet le signe de manière dématérialisée, on est sur quelque chose qui est inférieur à une... Quand on est sur un circuit de signature papier, c'est-à-dire que la DRETS vous envoie le document que vous signez vous électroniquement et que derrière la DRETS récupère ce que vous avez signé électroniquement pour l'envoyer en signature papier au préfet, on est sur un cycle de signature qui dépasse les 3 semaines. Donc aujourd'hui, avec la nécessité d'avoir les CPOM qui soient signés avant le 31 janvier, il y a donc urgence pour ces territoires-là à être actifs et à pouvoir signer très très rapidement les avenants financiers. Ce qui a été demandé aux DRETS, c'est de pouvoir créer avant la fin de semaine prochaine l'intégralité des CPOM qui sont en cours de renégociation dans l'outil EA2 pour qu'ils puissent les mettre en signature électronique auprès de vous
en signature électronique pour les régions qui utilisent cette possibilité-là dans la foulée auprès des préfets, sinon en parapheur papier auprès des préfets à partir du début de la semaine 4, donc à partir du 19 janvier. Donc ça, c'est la phase de négociation et la phase de gestion opérationnelle. Donc les DRETS ont commencé à communiquer. Vous avez certainement reçu de la part de DRETS. Alors, tous les territoires ne l'avaient pas encore fait hier, mais après la réunion des GEFP, je pense que les derniers messages vont partir aujourd'hui. Vous avez dû recevoir ce message d'information qui a été poussé au service déconcentré pour vous expliquer exactement ce que je viens de vous expliquer, donc de cette situation de prudence, de limitation de 3,2% au regard de l'enveloppe que l'on avait l'année dernière, mais qui ne présage pas de la version définitive qui sera débattue et réalisée dans le cadre du PLF. Et donc, sur le calendrier de gestion et sur la publication de la circulaire finale, donc la circulaire FIE, la circulaire du Fonds d'inclusion dans l'emploi qui donne toutes les dotations définitives au niveau des territoires, cette publication de circulaire elle ne pourra se faire que quand le budget sera voté. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de dotation définitive ou de circulaire intermédiaire le temps que la loi de finances définitive ne soit pas votée. Donc c'est important pour nous que ce soit rapide et que les parlementaires arrivent à s'entendre sur un projet de loi de finances qui soit conclusif le plus rapidement possible. Si vous écoutez les informations, si vous écoutez la position du gouvernement et du président de la République, leur souhait, c'est que ce soit voté avant la fin du mois. Donc, on va voir s'ils vont être en capacité de se mettre d'accord dans ce délai de 3 semaines. Il reste 3 semaines, en sachant que les débats ont démarré hier en commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce qui est important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que la version du PLF actuelle qui est mise au débat est la version qui avait été votée au Sénat en fin d'année dernière et qui, pour les entreprises adaptées, intègre la dotation supplémentaire que nous avons demandé dans notre amendement, c'est-à-dire les 23 millions d'euros supplémentaires. Juste en comparaison, pour avoir vécu ça l'année dernière, la loi de finances 2025 a été votée le 15 février 2025. Et le 15 février 2025, il a quand même fallu attendre le 4 avril 2026 pour avoir la dotation, la circulaire FIE, donc la dotation finale des crédits des entreprises adaptées. Donc, il s'est quand même encore passé 6 semaines après le vote de la loi pour avoir la dotation définitive. Donc, ce que la DGEFP a demandé d'avoir aussi au service déconcentré de l'État, c'est des informations partagées très fréquemment avec les réseaux et avec les entreprises adaptées, en toute transparence, pour dire la situation et l'avancée de la situation. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme information à aujourd'hui. Les informations, nous, on les a eues le 31 décembre, en même temps que les DRETS ont reçu le mail de la DGEFP. Voilà les informations qui ont été communiquées pour ce début d'année. Donc, globalement, un message de prudence pour éviter que si les crédits ne sont pas maintenus, en tout cas si le PLF définitif ne tient pas compte des crédits que l'on a réussi à obtenir dans le cadre du dernier vote au Sénat, de ne pas mettre les entreprises adaptées en difficulté. Ils ont préféré avoir ce schéma-là, et nous, on continuera à agir pour que ce que l'on a obtenu en première lecture soit maintenu sur la version définitive. Sébastien, tu avais 2 questions dans le fil. Vas-y. Tu as une question qui... Je ne les vois pas, donc si tu peux me les dire. Ah, ouais, voilà, j'attendais de voir. La baisse d'enveloppe est-elle avant ou après l'écrêtement? C'est la première question.
C'est l'enveloppe globale, donc ça ne tient pas compte de l'écrêtement. Et pour la seconde question, c'est est-ce que le SMIC est embarqué dans la valorisation de l'aide au poste 2026? Pour l'instant, on n'a pas d'arrêté de revalorisation. L'arrêté de revalorisation n'est pas paru. Nous, on continuera. Les textes disent que les aides au poste doivent être indexées sur l'évolution du SMIC. Donc, nous, on demandera forcément que l'aide au poste soit indexée sur le SMIC. Donc, mais à aujourd'hui, le texte n'est pas paru. J'ai vu passer, alors ça fait un écho, pardon. J'ai vu passer une question au regard des SIAE. Donc les SIAE sont plus impactés que nous, hein. Vous saviez que la baisse qui était prévue de manière qui était prévue dans le PLF 2026 sur les SIAE emmenait des coupes budgétaires à hauteur de un peu plus de 200, entre 200 et 230 millions d'euros. En débat définitif au Sénat, les SIAE avaient réussi à récupérer 135 ou 139 millions d'euros. Donc, comme on repart sur aujourd'hui la dotation initiale du PLF, de ce qui avait été proposé, les crédits affectés aux SIAE sont donc en baisse de 230 millions d'euros, donc ce qui fait à peu près 15% de leur budget. Mais ce qui a été acté en ce début d'année pour le calendrier de gestion de début d'année 2026, c'est de n'appliquer au SIAE qu'une baisse de 7,5%, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est les chiffres que m'a transmis la DGEFP. Donc ils ne partent pas sur une baisse de 15% qui serait vraiment très très forte en début d'année, mais ils partent sur une baisse de dotation de 8%, sachant qu'ils sont quand même pas totalement dans le même mécanisme que nous, puisque nous, on a 75% des personnes qui sont en contrat CDI dans les entreprises adaptées et qui sont figées d'année en année, alors que dans les structures de l'insertion par l'activité économique, ils sont sur des parcours plus courts, et donc ils ont des entrées et sorties de public sur lesquelles ils pourraient réguler globalement leur modalité de fonctionnement. Donc nous, on était sur un risque qui était beaucoup plus important s'ils avaient voulu appliquer les réductions au départ, hein. Les réductions étaient de 5,5% sur le budget des entreprises adaptées. Une autre question pour la prochaine FIE, est-ce que les principes de la précédente vont être repris, notamment concernant la fongibilité entre tous les dispositifs, que ce soit IAE, mais pas que, hein, tous les dispositifs emploi, et notamment la transparence aussi dans la gestion qui est souhaitée par l'instruction précédente, par la FIE précédente. Bah, là, je pense que c'est prématuré de se dire ça va embarquer tel ou tel dispositif. Les budgets ayant été, et le ministère du Travail ayant été très fortement impacté dans le PLF 2026 initial sur tous les dispositifs de politique publique de l'emploi, je pense qu'il y aura certainement des ajustements. Après, les principes ont été posés, ont été autorisés pour la première fois. Je ne vois quand même pas le gouvernement actuel revenir sur ces principes-là. Mais est-ce qu'ils les encadreront de manière différente? Je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir l'affirmer. Est-ce que Fabienne, est-ce qu'il y en a encore ou alors, je regarde si mes collègues en voient d'autres. Hop, je rebalaye. Il y en a une effectivement qui est si PLF adopté suite à 49.3 ou ordonnance, ce sera quel budget? C'est celle. PLF adopté au 49.3. Ou ordonnance. Ordonnance, il n'y aura pas d'ordonnance. Ça, c'est pratiquement sûr. C'est pas la position. La position actuelle, c'est déjà d'essayer d'avoir quelque chose qui soit adopté par le Parlement. Et si ça n'arrive pas par le Parlement, il y aura potentiellement 49.3. Et s'il y a 49.3, c'est normalement sur la dernière version du PLF qui est débattue.
Aujourd'hui, la dernière version du PLF qui est débattue, celle qui est en débat actuellement, c'est la version qui a été validée au Sénat l'année dernière, au mois de décembre. Donc, si c'est sur celle-là que le 49.3 passe, globalement, l'amendement que l'on avait porté au niveau de l'UNEA pour les entreprises adaptées a été adopté. Donc, on a les 23 millions d'euros supplémentaires qui sont embarqués dans le PLF actuellement débattu. Donc, si on part sur un 49.3 et s'il n'est pas changé entre-temps, parce que l'Assemblée pourrait valider dans un premier temps, ça part au Sénat et non validation au Sénat, dans ces cas-là, le débat se ferait sur ce qui a été validé à l'Assemblée nationale. En sachant que pour nous, l'Assemblée nationale avait également adopté la version de notre amendement à 23 millions d'euros. Donc on reste globalement confiant par rapport à notre somme. On est sur des sommes qui restent globalement réduites, hein, et un enjeu qui reste globalement réduit. On a prouvé, et on vous montrera juste après les résultats de la mise à jour du ROI qui va renforcer encore et qui va dans notre sens. Donc on est relativement satisfait. Après, il faut savoir que quand le PLF est voté, ce n'est pas forcément les dotations que vous allez avoir au niveau des entreprises adaptées. Vous avez, après le PLF, une réserve budgétaire qui est appliquée. L'année dernière, la réserve budgétaire, donc la différence entre ce qui a été voté au Parlement et ce qui a été donné en fonctionnement au niveau des DRETS, était une réserve budgétaire de 5%. Cette réserve budgétaire est à la main du gouvernement. Le gouvernement peut décider, et cette réserve s'applique à l'intégralité des budgets de l'État. Le gouvernement pourrait décider de faire varier cette réserve budgétaire si derrière il juge par exemple que les économies qui ont été votées par le Parlement sont insuffisantes par rapport à la trajectoire et aux engagements qu'ils ont pris, notamment vis-à-vis de Bruxelles. Donc il pourrait être décidé demain qu'au lieu d'avoir une réserve de 5, on soit sur une réserve de 7, une réserve plus importante. Donc en tout cas, dans le processus parlementaire, ils ont la volonté que le Parlement arrive à s'entendre et arrive à aboutir à un PLF aujourd'hui. Mais ils ont des engagements également avec Bruxelles par rapport à une trajectoire budgétaire qui doit tendre à ramener le déficit budgétaire de la France en dessous des 5%. Donc, il y a cette contrainte-là également. Il y avait deux autres questions. Donc, pour les entreprises ayant un CEPOM en cours, est-ce l'avenant financier initial ou rectificatif, donc après bourse au poste, qui sera dupliqué? C'est le dernier avenant financier que vous avez signé qui est dupliqué. Donc après bourse au poste. Ouais. Et donc Nathalie Gerrier pose la question sur donc la quid des créations d'entreprises adaptées en 2026, développement de l'ODEA sur d'autres régions, quelle est la tendance? Sur la création, aujourd'hui, vous comprenez bien que dans le contexte actuel, toutes les DRET sont dans une situation de prudence. Elles n'ont pas forcément des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner des créations. Nous, on reste quand même sur un message de dire il faut regarder toutes les possibilités, tout ce qui peut se faire sur un territoire pour regarder à créer des nouvelles activités, à créer des projets de nouvelles entreprises adaptées dès que l'on a des moyens qui se dégagent pour les nouvelles structures. Donc on reste sur cette position-là, mais par contre, aujourd'hui, on est dans une enveloppe qui est contrainte. Et c'est sur cet argument-là que les DRETS aujourd'hui se mettent en situation d'hyperprudence et ne veulent pas forcément instruire des dossiers de nouvelles créations d'entreprises adaptées. Il y a juste une réaction là, de Christine Coville sur la Bretagne, en direct Bretagne, qui indique que sur la duplication du dernier avenant financier signé, ce n'est pas l'information qui a été donnée en Bretagne, qui indique que c'est l'AF avant bourse au poste. Techniquement, ce qui est embarqué normalement,
ce qui est embarqué normalement par l'outil EA2, c'est la duplication du dernier avenant financier. Après, il y a des négociations qui ont eu lieu dans les dernières bourses au poste, qui ont été des ajustements qui se sont faits, je dirais, dans des conditions où notamment des structures avaient été en difficulté économique liées à des problèmes d'activité ou liés, je pense à la situation de Philippe Fillette en Bretagne, où sa structure écoterie avait été arrêtée suite à l'incendie, donc n'avait pas pu consommer l'intégralité des postes. S'il redémarre son activité, il y a eu un engagement comme quoi il repartirait sur les mêmes volumétries de postes. Donc il y aura des ajustements, mais normalement, techniquement, ce qui est embarqué dans la duplication EA2, c'est la duplication qui est faite sur le dernier avenant financier. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous en refasse pas un immédiatement après, en vous remettant sur l'avenant financier qui était celui avant la bourse au poste. Je pense qu'on a balayé toutes les questions, Sébastien. Oui, Tu peux je vois continuer. rien d'autre. Au niveau du bureau, vous voulez ajouter quelque chose sur ce champ-là? Non, rien de spécial, Sébastien. Moi aussi, simplement, on a eu une réunion hier avec en visio avec les DT. La consigne a été de reprendre attache avec les TRETS. Donc, tous les DT vont prendre attache avec les TRETS pour savoir comment ça va être manœuvré dans la région. Et veiller à ce que les consignes qui ont été énoncées tout à l'heure soient bien appliquées dans nos régions. Donc, n'hésitez pas à prendre attache avec vos délégués territoriaux et les chargés de mission du territoire pour savoir comment ça va vraiment fonctionner sur le territoire. Ok, merci Jean-Marc. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est le processus de recrutement dans les entreprises adaptées et la fin de la fiche de proposition de candidature. Donc la DGEFP a communiqué auprès de ses services déconcentrés donc le dernier jour avant les congés de fin d'année, donc le 19 décembre, sur ce qui avait été annoncé dans la circulaire, dans l'instruction générale des entreprises adaptées de mars 2025, qui vise aujourd'hui à arrêter l'utilisation de la fiche de proposition de candidature. Donc, cette communication-là a acheté un peu le trouble. Depuis le début de la semaine, on a pas mal de messages des entreprises adaptées qui remontent auprès des chargés de mission sur se dire comment ça va fonctionner et pourquoi et qu'est-ce qui va nous permettre de justifier demain l'éligibilité à l'aide au poste du collaborateur. Donc, juste pour rappel, les conditions, par contre, pour être un salarié éligible aux aides au poste en entreprise adaptée, ça ne change pas. Pour le socle. Oui, là, ce que je vous mets, c'est sur le socle. Pour l'autre, on n'a pas de condition d'éloignement, c'est juste une RQTH. Donc là, ce que je vous mets, c'est vraiment pour le socle. Donc, il faut que le salarié soit, en effet, reconnu travailleur handicapé, donc titulaire de la RQTH, ou soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, hormis les ayants droit. Donc ça, c'est la condition liée à la situation de handicap. Et après, on a les conditions qui sont liées à l'éloignement de l'emploi. Donc c'est ces deux conditions réunies qui font, à un moment donné, que les salariés sont éligibles à l'aide au poste. Donc ça, je tenais à le rappeler parce que ça n'a absolument pas changé. Et l'instruction qui a été passée, en tout cas les consignes qui ont été passées en fin d'année par la DGFP ne viennent pas changer ces conditions-là. De la même façon, elles ne viennent pas changer les deux modalités de recrutement que les entreprises adaptées ont. Elles peuvent le faire sur proposition du service public de l'emploi ou elles peuvent le faire directement avec les listes qui sont fixées par un arrêté du ministère. La seule chose qui change, c'est la fiche de proposition de candidature qui aujourd'hui avait des difficultés à être utilisée sur certains territoires et qui va disparaître en termes d'utilisation. Donc, juste rappeler que les conditions d'éligibilité à l'aide au poste sont définies dans un arrêté qui est l'arrêté du 12 mars 2025 et les conditions de cet arrêté restent inchangées. Donc ça ne change pas, on ne change pas les conditions de rentrée, c'est simplement, entre guillemets, le justificatif
qui permettait de dire la fiche de proposition de candidature, qui permettait de dire au service public de l'emploi, voilà, je vous envoie tel candidat, vous gardez ce justificatif-là, et c'est cette modalité de justificatif qui change, et on va voir ce qui est envisagé derrière. Donc, rappelez que les conditions d'éligibilité, elles sont fixées par cet arrêté du 12 mars 2025. Vous les avez là, à nouveau pour le socle, sur la proposition du SPE et sur le recrutement direct. Et il y avait notamment la partie qui nous intéresse surtout dans ce débat-là, ressortir d'une autre situation relevant de l'expertise technique du service public de l'emploi. Donc, généralement, et quand on échangeait avec, dans le groupe de travail recrutement au niveau de la DGEFP, c'était surtout cet élément-là qui était coché, qui était utilisé par les conseillers du service public de l'emploi, France Travail, Cap Emploi ou Mission Locale, pour justifier du recrutement dans l'entreprise adaptée aujourd'hui. Donc, pourquoi ça change? Alors, j'ai vu qu'il y a une main levée, je finis juste cette présentation et je vous donne la main après. Pourquoi ça change? Notamment parce que France Travail a développé une solution innovante sur son espace, sur l'espace employeur, qui s'appelle HandiMatch et qui permet de rendre visible aux employeurs dits handi engagés les candidats qui se sont déclarés travailleurs handicapés, donc soit RQTH, soit BOETH, sur leur fiche demandeur d'emploi, et de la même façon de rendre visible à tous les candidats qui se sont déclarés TH ou BOETH l'ensemble des offres d'emploi qui sont proposées par des employeurs handi engagés. Alors, les employeurs handi engagés, dans ce que l'on avait travaillé et négocié avec France Travail, toutes les entreprises adaptées, je vais couper les micros, je suis désolé parce que ça fait un écho chez moi, je vous redonnerai la main après. Toutes les entreprises adaptées et toutes les entreprises adaptées de travail temporaire sont considérées comme employeurs handi engagés. Donc vous êtes tagué, si vous allez sur votre espace entreprise du site francetravail.fr, vous êtes tagué comme employeur handi engagé aujourd'hui. Donc c'est un outil aujourd'hui qui permet de faire de la mise en relation. C'est un facilitateur, c'est un outil facilitant, mais ça ne remplace pas toute la relation que vous avez avec vos conseillers du service public de l'emploi, donc que ce soit France Travail, Cap Emploi ou Mission Locale. Ce dispositif a été initialement expérimenté sur 13 territoires et il a été étendu à l'intégralité des territoires français à partir du 19 septembre 2025. Donc, c'est aujourd'hui exploitable et visible de tout le monde. Donc, si vous allez sur votre espace entreprise, vous allez voir que vous êtes tagué employeur handi engagé. Et si vous faites une requête, vous avez la possibilité de requêter sur des salariés qui se sont déclarés aujourd'hui travailleurs handicapés sur leur espace personnel. Donc, c'est vraiment les fonctionnalités qui permettent de faciliter et de mettre en relation aujourd'hui les entreprises adaptées et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est facilitant, mais ce n'est pas unique, parce que vous l'avez compris, l'intégralité des personnes ne se déclarent pas forcément sur leur site et ne coche pas le fait qu'elles soient travailleurs handicapés. Par contre, le conseiller France Travail, il le sait. France Travail, Keops, Cap Emploi ou autre. Donc, bien sûr, ce n'est pas le seul moyen aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire votre recrutement. Vous devez garder la relation avec vos conseillers habituels sur les trois acteurs du service public de l'emploi, et ce sont eux qui vont devoir vous justifier à un moment donné que la personne nécessite un parcours en entreprise adaptée. Donc, j'étais encore en échange ce matin avec France Travail. On est en train de travailler sur un document et de faire
une foire aux questions d'utilisation de cet outil-là. Globalement, ce que l'on vise à faire, c'est qu'un simple mail, après des échanges que vous avez pu avoir avec le conseiller France Travail, le conseiller du SPE, un simple mail disant que le collaborateur relève d'un parcours en entreprise adaptée vous servira de justification pour l'éligibilité à l'aide au poste derrière. Donc, on part dans cette voie-là. On va envoyer cet après-midi une proposition à la DGEFP de validation de cette foire aux questions pour pouvoir assurer le parcours et éviter un petit peu les flous de ce début d'année qui sont arrivés parce que la communication s'est faite en urgence par la DGEFP le 19 décembre et n'a pas été communiquée de manière sereine auprès des services de France Travail et même auprès des DRETS et auprès des entreprises adaptées. Donc, il faut bien comprendre qu'on est sur un dispositif qui est facilitant, mais qui n'est pas un dispositif unique et qui ne se limitera pas à la relation humaine que vous pouvez avoir avec vos conseillers France Travail. Donc, Monsieur Trosselier, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je voulais vous partager ce que nous, on vit sur le département de la Lozère. Donc, Thierry Trosselier, chef de service entreprise adaptée du Gévaudan, à Marvejols. Donc, nous, c'est assez compliqué pour avoir les justificatifs d'embauche avec France Travail en Lozère, qui ne veut plus du tout remplir aucun document et qui nous a plusieurs fois expliqué, donc la DRETS de Lozère est au courant, enfin tous les partenaires sont au courant, que d'après eux, le simple fait d'inscrire la personne, le candidat, sur la plateforme de l'inclusion suffisait à justifier l'orientation par leur service d'un candidat à l'entreprise adaptée. Donc ça, je l'ai fait remonter à l'UNEA à travers par Viviane Tichit et à plusieurs reprises. L'UNEA m'avait répondu que non, ce n'était pas du tout valable. Donc voilà, nous on est toujours dans cette situation-là. On ne peut depuis, ça fait plus d'1 an que j'avais soulevé ce problème-là. Voilà, France Travail ne veut pas nous faire d'autres justificatifs que celui-là. Ils précisent donc, et ils restent sur leur idée, que le fait d'avoir positionné un candidat sur le site de l'inclusion suffit. Alors justement là-dessus, pour revenir, la plateforme de l'inclusion n'est pas l'outil qui sera utilisé et c'est le message qui est passé là par cette instruction de la DGEFP de fin d'année. L'instruction, c'est d'utiliser cette solution qui est portée par France Travail, qui a été développée par France Travail avec toutes les composantes, donc France Travail, Cap Emploi et Missions locales, et qui est à disposition de leurs services. La plateforme de l'inclusion a été initialement développée pour les structures d'insertion par l'activité économique, et la grosse problématique que l'on a derrière, c'est qu'on tague très très mal les personnes qui sont en situation de handicap. Donc les structures qui l'utilisaient à un moment donné nous disaient à chaque fois on a plus de candidats qui sont non TH que des candidats TH, et puis derrière, ça ne nous permettait pas, et ce n'était pas suffisant pour pouvoir nous justifier aujourd'hui de l'éligibilité à l'aide au poste. Donc le fait, par contre, d'utiliser, ici on est sûr d'avoir des personnes qui ont été taguées par leurs conseillers comme travailleurs handicapés, donc ça facilite déjà cette reconnaissance et cette recherche de candidats. Et derrière, eux ont la possibilité de vous faire un simple mail en disant que la personne nécessite un parcours accompagné en entreprise adaptée. Et ça vous justifiera derrière, ça vous permettra de justifier derrière l'éligibilité à l'aide au poste, donc de garder cette trace-là. J'entends tout à fait et je partage. Encore faut-il qu'ils veuillent effectivement le faire, puisque nous, ils ne nous faisaient plus rien du tout, mais c'est général sur la Lozère. Hein. C'est 4 entreprises adaptées du coin, on est tous sur ce même problème-là. Donc moi, par mesure de sécurité, j'ai imprimé, j'ai fait une impression écran de l'orientation par France Travail sur le site de l'inclusion, mais je n'ai aucune autre preuve que celle-là.
Oui. Mais justement, ça nécessite à nouveau de la communication de la part du central, donc de France Travail National vers ses conseillers, de la part de Keops vers tous les Cap Emploi et vers les missions locales. Ça nécessite aussi au DREDS de pouvoir rappeler les règles au niveau des territoires. Et ça, c'est quelque chose qui va être fait là sur le mois qui est à venir, quoi. Donc c'est pour ça que nous on est en train d'écrire quelque chose, de refaire un message et de se faire valider une foire aux questions communes entre tous les acteurs et qui permettent de rassurer et de ne pas mettre en difficulté aujourd'hui les entreprises adaptées dans leur processus de recrutement. Sébastien, je me permets de faire le maître du temps. Il est 12h25. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions importantes sur ce sujet-là ou je bascule au point suivant? Je ne les vois pas, hein, les collègues, donc si vous voyez des points importants. Si vous avez des questions, passez par le chat, s'il vous plaît. C'est plus simple à gérer pour le volume. Il y a Merci. effectivement des questions, mais on ne va pas pouvoir toutes les passer. On a répondu vu une l'heure. bonne partie. Ouais. Il y en a certaines où on a répondu en direct, ouais. Et on reprendra éventuellement après dans le chat, voir s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues et on Puis pourra peut-être pensez à rajouter. contacter vos chargés de mission. Exactement. En fait, quand vous avez des questions, Alors ils vous répondront. Oui. Entre guillemets, la contrainte que vous avez pour utiliser HandiMatch, c'est déjà de créer votre espace employeur entreprise sur le site de France Travail. Si vous n'avez pas d'espace entreprise, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, c'est de créer cet espace entreprise et de pouvoir faire les requêtes après au regard des éléments des personnes qui se sont taguées travailleurs en situation de handicap. On est en train de faire une fiche qui reprendra tous ces éléments-là. On a demandé à France Travail de nous redonner toutes leurs visuels permettant d'expliquer comment créer un espace entreprise sur France Travail. C'est pas très compliqué, mais c'est par contre c'est le moyen que vous aurez demain pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là sur le site France Travail. J'avance sur les autres sujets. Le résultat de la mise à jour du ROI. Donc, on vous a sollicité en fin d'année dernière pour pouvoir actualiser et pouvoir se servir de ces résultats-là dans le cadre du débat parlementaire. Donc, déjà, je tenais à remercier toutes les entreprises adaptées qui ont contribué à la mise à jour de l'étude. On a 240 entreprises adaptées qui ont participé à l'enquête, qui ont répondu aux questions et qui ont permis à Ridge, donc Ridge étant aujourd'hui étant constitué d'anciens salariés de KPMG qui ont recréé une entité. Donc vous reconnaissez Nicolas Baudouin là, en photo sur le document, c'est le collaborateur de KPMG avec qui on travaille sur ces sujets-là depuis des années. Donc il n'y a pas de changement de méthode, on est exactement sur la même méthodologie. Donc c'est un cabinet qui est référencé, qui est connu et qui nous permet de confirmer et d'avoir des résultats qui sont entre guillemets certifiés par quelqu'un d'autre que l'UNEA. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'est que les traitements soient faits par quelqu'un qui nous les classe. Juste vous donner les principaux résultats. On va communiquer dessus. On va vous donner le flyer derrière qui donne ces résultats-là. Ce qui est important, c'est que le gain social est en nette évolution par rapport aux résultats de 2022 et le ROI s'améliore également par rapport aux résultats 2022. Donc, juste vous rappeler ce que c'est. Le gain social, globalement, c'est le solde pour les finances publiques lorsqu'un salarié passe d'une situation de non-emploi à une situation d'emploi en entreprise adaptée. Donc c'est le solde entre les recettes fiscales et sociales qui sont générées par son emploi et les dépenses sociales qui sont évitées. Donc ce gain social, qui est quelque chose d'important, s'établit pour l'exercice que l'on vient de faire, donc sur les chiffres et les données de 2024, s'établit à 13 800 € par équivalent temps plein par an. Donc, à chaque fois qu'on met un salarié en situation de non-activité qui perçoit des aides sociales en activité dans une entreprise adaptée, on permet à l'État
de faire une économie de 13 800 € en moyenne pour une personne qui travaille à temps plein. Donc c'est important et l'évolution est quand même significative parce que les résultats qu'on avait en 2022, c'était de 12 300 €. Donc vous voyez, on a 1 500 € d'amélioration du gain social. Donc quand l'État nous dit potentiellement, dans le cadre du PLF, je vais arrondir les chiffres, mais on repart, mais on vous fait une dotation de moins 1000 postes par an, finalement, c'est une perte pour l'État de 13 millions d'euros de recettes sociales que l'on peut amener au niveau de la puissance publique. Donc ça, c'est le gain social. Donc c'est ce qui permet de dire, chaque fois qu'un salarié passe d'une situation de non-emploi à une situation d'emploi, on fait faire des économies à l'État. Et le ROI, en fait, on le calcule en niveau de rémunération. Et on le calcule, et le ROI, globalement, c'est le point d'équilibre, c'est le point à partir duquel les recettes pour les finances publiques sont plus importantes que l'investissement qui est réalisé dans les entreprises adaptées. Donc, globalement, c'est à partir de quelle rémunération du collaborateur en situation de handicap, on passe d'une situation où les aides que les entreprises adaptées perçoivent sont inférieures à ce que les recettes qui vont être générées par la mise en activité du collaborateur vont être inférieures à ces recettes-là. Et donc, ce qui est établi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un ROI qui est équilibré à partir de un salaire de SMIC plus 7,6%. Donc ça s'améliore, on était à SMIC plus 7,9% en 2022. Et donc vous avez derrière, mais je vous laisserai regarder les éléments en précision, vous avez derrière la manière dont se décompose l'investissement de l'État dans l'entreprise adaptée, qui se fait à la fois par l'aide au poste, par les allègements de charges, par les autres aides que peuvent percevoir les entreprises adaptées. Et derrière les recettes sociales et fiscales qui sont amenées par la mise à l'emploi de la personne en situation de handicap. Donc, tout ce qui est charges sociales et fiscales liées à l'emploi de la personne, tout ce qui est fiscalité du travailleur en situation de handicap, les fiscalités de l'entreprise, donc l'IS, le CFE, tout ce qui est encore payé par l'entreprise, et l'impact de l'encadrement, puisqu'on est aujourd'hui sur un ROI dit complet, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'encadrement nécessaire à l'emploi des personnes handicapées pour calculer cet équilibre. Donc globalement, pour nous, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça confirme, au-delà des éléments, ça confirme, mais les tendances sont positives puisque le gain social augmente et le ROI est atteint aujourd'hui sur un niveau de rémunération plus bas pour le collaborateur. Donc, par rapport à ce ROI, les actions qui vont venir, c'est qu'on va communiquer à tous les parlementaires dans le cadre de la poursuite des débats du PLF ces résultats-là. On va avoir un communiqué de presse commun avec Ridge Conseil qui va partir cet après-midi sur les résultats de cette enquête et on va transmettre à la DGEFP et aux parlementaires qui ont mené une commission d'enquête sur les défaillances des politiques handicap en France, donc le député Sébastien Saint-Pasteur et puis Nicole Bréchet derrière, sur lequel on va s'appuyer et valoriser tous ces travaux en leur disant, et notamment ce rapport de la commission d'enquête, insister vraiment sur le fait d'avoir une vision des dépenses liées au handicap avec tout ce qui tienne en compte des coûts évités pour la collectivité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Sur ce point-là, les collègues, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on intègre dans le ROI les primes et l'intéressement ? C'est tout ce que vous avez déclaré derrière dans les modalités de rémunération que vous faisiez au salaire des collaborateurs. Oui, c'était embarqué dans la collecte. Là était embarqué. Allez, j'avance sur le sujet suivant. Sur le sujet suivant, il y a un décret sur les dépenses déductibles qui est paru
au journal officiel le 26 décembre 2025. Alors, sur les dépenses déductibles, rappelez-vous, dans les dépenses déductibles de l'OETH, donc auprès de la GFIP, on avait trois dépenses qui étaient inscrites dans la loi, qui sont toujours actives et qui sont toujours vraies, et on en avait 3 qui étaient temporaires et qui s'arrêtaient au 31 décembre 2024. Ces 3 dépenses ont été arrêtées. Il y avait notamment des dépenses liées avec l'accompagnement de la formation des travailleurs handicapés et des dépenses liées à des partenariats avec des acteurs du monde du handicap. Alors, ce décret vient juste aujourd'hui remettre en place pour une durée de 5 ans, c'est toujours à durée déterminée, pour une durée de 5 ans, la dépense déductible liée au partenariat avec des entreprises qui œuvrent pour la formation et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais c'est conditionné derrière sur le fait que l'entreprise embauche à minima un collaborateur en situation de handicap. S'il n'y a pas d'embauche de collaborateur en situation de handicap, la dépense ne peut pas être déductible de l'obligation de la déclaration d'obligation d'emploi auprès de la GFIP. Donc c'est la condition qui est aujourd'hui fixée. Et donc le partenariat doit conduire à ça, et l'employeur doit justifier au titre de l'année de référence. Donc s'il y a un partenariat qui est signé pour l'exercice 2026, l'entreprise devra justifier que sur l'exercice 2026, elle a embauché un collaborateur, soit en contrat à durée indéterminée, soit en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois, soit en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ou qu'à minima, une convention de stage de 6 mois ait été établie avec une personne en situation de handicap. Et pour répondre à Patricia, non, ça ne doit pas être un salarié d'une EA qui doit être embauché. C'est-à-dire que ça veut dire que ce n'est pas une EA à quota zéro, qu'on appelle les EA à quota zéro. C'est-à-dire qu'elle emploie qu'elle emploie. Si elle a 0 salarié dans son effectif en situation de handicap, elle ne peut pas y avoir droit. Non, la question, c'est que est-ce que la personne embauchée doit venir de notre EA si on a fait un partenariat ou non? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, pour être éligible à ces 10% déductibles, elle doit avoir dans son effectif, sur les conditions qu'a évoquées Sébastien, une personne en situation de handicap. C'est pour pas qu'elle fasse que ça, en fait. D'accord, c'est hors entreprise à quota zéro, donc on peut dire. C'est toute entreprise qui aujourd'hui paye une contribution et qui voudrait déduire quelque chose de sa contribution. Simplement, ce qui est conditionné dans le partenariat, c'est que le partenariat arrive et aboutisse aujourd'hui à une embauche d'un collaborateur, de n'importe quel collaborateur en situation de handicap. Donc, tu peux faire plein d'actions de sensibilisation, d'actions de formation des éléments et aider l'entreprise à recruter un collaborateur qui peut être recruté via France Travail. Ça, c'est pas gênant. Mais par contre, tu as aidé derrière la structure à former le management et à prendre en compte toutes les spécificités du handicap. Il faut juste avoir en tête que l'entreprise qui bénéficie de ce partenariat, donc imaginons vous, si demain vous voulez faire ça, vous devez justifier, vous devez faire un rapport auprès de la DRETS et auprès je sais plus, et transmettre auprès de l'entreprise tout ce qui a été fait et quelle personne à minima a été embauchée. Donc il y a quand même une possibilité aujourd'hui plutôt une obligation de justification des actions qui ont été menées. Pardon. Ça veut dire qu'on va cibler que des très grands comptes. Parce que pour récupérer 100 € par-ci par-là sur une PME, ça ne vaut pas le coup. C'est clair, c'est derrière l'engagement. Tu es sur 10% de ce qu'ils payent. Donc s'ils ne payent pas beaucoup, tu ne vas pas avoir un budget très très important. Est-ce que c'est valable pour les EATT, Sébastien ? Dans le cadre d'un placement, oui. Pour moi, dans le cadre d'un placement, il faut qu'on soit dans ce qui est autorisé, par contre, en termes d'activité à une EATT. Mais dans le cas du placement, tout à fait. Dans le cadre du placement, c'est possible. Par contre, elle n'a pas le droit de faire de la formation. On revient toujours à la question de ce qui est imposé par le régime travail temporaire d'une EATT.
Sébastien, finalement, si tu signes la convention, que tu mets tout en œuvre pour embaucher quelqu'un et que ça n'aboutit pas alors que tu as touché le bénéfice de la convention, qu'est-ce qui se passe? Faut la rembourser? Non, ton client simplement peut pas le déduire, de son obligation d'emploi. Donc si Ça devient une derrière, prestation. oui, Pour toi, ça change rien. c'est lui qui espérait peut-être le déduire, qui va pas le faire. Et donc dans la relation entre guillemets que tu peux avoir avec lui, ça peut dire finalement l'objectif n'a pas été atteint, quoi. Et je veux pas poursuivre. Tandis que si ça marche, L'avantage, il est pour lui. ouais, ça peut donner envie de continuer les années suivantes. Ok. Allez, j'avance sur les derniers sujets. Un sujet qui est propre à l'UNEA. Vous dire qu'on va lancer aujourd'hui la campagne d'adhésion de l'UNEA. Donc déjà, on voulait vous remercier au titre de l'exercice 2025 d'avoir toujours été fidèle, puisqu'on est à 625 adhérents l'année dernière, 75% en termes de représentativité. Donc pour nous, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui permet de ne pas être seul, de pouvoir échanger, de vivre en réseau. Donc on compte vraiment sur vous, de choisir la force d'un collectif, entreprise adaptée. Et donc juste vous dire que la campagne va être lancée cet après-midi, et donc que l'on souhaite vraiment que vous restiez parmi nous, que vous continuez à vous investir et à faire vivre le réseau, parce que le réseau, c'est aussi vous qui le faites vivre avant tout. Globalement, on a intérêt à peser collectivement, anticiper et sécuriser les modèles. Aujourd'hui, ça bouge tellement et on voit qu'on est dans des situations même budgétaires qui sont aujourd'hui compliquées. On est là pour vous accompagner au quotidien. Toutes les équipes, toutes les forces vives de l'UNEA sont là, et surtout rompre l'isolement. On est souvent dans des situations où on se dit on est face à une difficulté, on est seul face à cette difficulté. Et finalement, en échangeant, on s'aperçoit que plein d'autres structures ont vécu les mêmes situations, et donc on peut faire de la mise en relation, et on peut faire du traitement beaucoup plus important et collectif de certaines situations. Donc, je ne sais pas si bureau... Il y a une personne qui demande combien d'EA vont fermer. On n'a pas le nombre, mais on sait qu'il y en a qui sont en grande difficulté, oui, qui vont fermer. On se bat au quotidien pour faire en sorte que le modèle puisse continuer à se développer. On sait très très bien qu'économiquement, c'est pas facile pour tout le monde. On se bat pour que les budgets soient là, pour faire de l'échange, mais malheureusement, c'est la vie de toute entreprise aujourd'hui. Et on a des entreprises comme des entreprises classiques, des entreprises adaptées qui peuvent se retrouver en difficulté. On a eu quelques fermetures l'année dernière. Mais on fait en sorte que les modèles puissent continuer à se développer aujourd'hui, quoi. Donc, oui, et EATT aussi, Jean-Baptiste, tu as raison de le préciser. Donc voilà. Donc, juste vous dire, on compte sur vous. Vous pouvez continuer sur nous. Pour ceux qui n'ont jamais adhéré à l'UNEA, je rappelle que en année 1, vous avez une tarification qui est réduite, puisque c'est 50% de la cotisation habituelle. Donc, si vous ne connaissez pas le réseau, si vous voulez voir comment il fonctionne, vous pouvez le faire sur une année. Vous avez un coût qui est réduit la première année. Donc voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas, toute l'équipe de l'UNEA est à votre service, que ce soit l'équipe salariée, mais aussi tous les élus et les bénévoles de l'UNEA, les délégués territoriaux. On est là pour vous. Donc n'hésitez pas à solliciter tous vos interlocuteurs régionaux pour pouvoir rentrer dans le réseau, poser vos questions et surtout répondre à vos problématiques. Pardon. Il y a juste pour finir, Erwan pose une question de savoir s'il est possible d'aménager le tarif en fonction de la situation économique de l'EA. En cas de problème, rapprochez-vous de votre chargé de mission. Voilà, ce sont des échanges qui peuvent effectivement être envisagés. L'idée, c'est que vous soyez dans le réseau et que vous puissiez être dans le réseau. C'est de l'étude au cas par cas. On échange avec les structures, on regarde ce qui est possible de faire
et on a juste, mais signalez-le. On ne peut pas le savoir si vous ne signalez pas en difficulté. En tout cas, on a toujours eu un regard bienveillant par rapport à ça. Juste avant de quitter, je vois qu'il y a du monde qui part. Vous parlez du congrès 2026, qui est important, un événement fort du congrès. Alors, Benoît, tu me complètes si j'oublie des choses, hein, si tu es là. Donc, juste retenir les dates. 9, 10, 11 juin 2026, on les avait déjà communiquées pendant les dernières journées territoriales. Le 9 étant consacré à l'Assemblée générale. C'est à Cherbourg, à la Cité de la Mer. Donc, petite pensée à Stéphane, je n'ai pas vu s'il était connecté, Stéphane Brody, qui est notre délégué territorial et qui est de Cherbourg, et qui ont été fortement impactés par la tempête hier. J'entendais ce matin que Tour-la-Ville avait été très touché hier, donc petite pensée pour eux. Et Benoît, si tu veux compléter des éléments sur le contexte, le lieu, et je ne sais pas si tu es là. Ouais. Si je suis là. On sera donc à la Cité de la Mer, dans les locaux de l'ancienne gare maritime. Alors, c'est pour la petite histoire, mais on aura le 9 au soir, le Queen Mary 2 qui sera à quai juste à côté. On est en train de travailler sur le sujet, sur la thématique. On reprendra à la fois des dimensions économiques, mais aussi des dimensions sociales. L'idée, c'est vraiment de travailler pendant ces 2-3 jours sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise adaptée et comment est-ce que on peut vous accompagner à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi à plus grande échéance sur le développement de ces 2 éléments, autant l'aspect social que l'aspect économique. Et donc, on alternera comme chaque congrès entre des plénières et des ateliers, donc des temps très opérationnels et puis des moments avec plus on va dire, de hauteur, d'oxygénation. On aura notamment, je dis notamment puisqu'on en aura peut-être plusieurs, mais on aura Julia de Funès, philosophe, qui viendra de nous parler du rapport au travail pendant ce congrès. Donc vous allez recevoir tout un tas d'informations là dans les 15 prochains jours. Et même d'un point de vue très pratico-pratique, assez rapidement, une invitation à réserver vos chambres d'hôtel, puisque malheureusement, il y a de la concurrence, puisqu'il y a des commémorations du débarquement dans le Cotentin sur la même période. Voilà. L'occasion de prolonger avec un week-end à la suite. Donc, on compte sur vous. Le lieu est très sympathique. Retenez bien les dates. Comme Benoît l'a dit, si vous êtes là, n'hésitez pas à positionner une option sur une chambre pour ne pas être embêté après. Et puis, on vous communiquera au fur et à mesure les avancées, le programme. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager en ce début d'année avec vous. On est toujours mobilisé, la mobilisation est forte et les enjeux budgétaires sont importants, mais également les enjeux de développement de l'emploi, de maintien de vos activités. Donc on est là pour vous. Et je vois que Véronique lance l'enquête habituelle que l'on fait après chaque séquence pour savoir si ça avait répondu à vos attentes et si vous pouviez exprimer derrière si ces événements continuent à vous satisfaire. Donc n'hésitez surtout pas, et si vous avez des thématiques particulières à aborder, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos chargés de mission et des équipes internes de l'UNEA pour dire ça serait peut-être bien de travailler sur telle ou telle thématique. On est toujours preneurs et on est là pour répondre à vos besoins. Merci à tous. Merci. Très bonne Merci à tous. Bonne fin de journée.